2 août 2008. Là-haut, au sommet du K2, deux hommes touchaient la limite du monde. Les alpinistes appellent cette montagne la Sauvage. Et ce jour-là, elle exigerait son prix. En quelques heures, un seul d'entre eux serait encore en vie. L'autre disparaîtrait à jamais dans l'obscurité et la glace. Et le survivant raconterait sa version au monde. Pendant des années, tout le monde y a cru. Mais en montagne, la vérité ne meurt pas vite. Elle reste ensevelie. Elle attend. Bien plus tard, de nouvelles preuves sont apparues. Et avec elles, une question dérangeante. Que s'est-il réellement passé au sommet du K2 cette nuit-là? Un héros est-il mort en sauvant des vies? Ou un homme a-t-il survécu en racontant un mensonge? Voici l'histoire de l'alpiniste qui a survécu, et du secret qui hante encore cette montagne. Marco Confortola disait être né dans les montagnes, que l'air raréfié de Valfurva en Italie avait été le premier souffle de sa vie. C'était une belle histoire, de celle que les journaux adorent raconter. Son père lui apprenait à faire des nœuds avant même qu'il ne sache écrire. Il lisait la neige comme on lit une carte. Guider en montagne n'était pas un choix, c'était un héritage. À l'adolescence, Marco savait déjà quel serait son destin. Et des années plus tard, il serait fier d'un exploit rare. Devenir guide de haute montagne certifié à 18 ans. L'un des plus jeunes à décrocher l'insigne de l'UIAGM-IFMGA. Mais obtenir ce sésame n'avait rien de facile. Les épreuves étaient brutales. Des jours passés dans les Alpes, face à des crevasses profondes, des tempêtes de neige, une navigation à visibilité nulle. Des nuits en bivouac improvisé, suspendus sur des arêtes exposées au vent et au froid mortel. Beaucoup abandonnaient. D'autres revenaient avec les doigts gelés et quelque chose de perdu dans le regard. Quand Marco réussit, ce fut d'une marge infime, si étroite que même les instructeurs en furent surpris. Mais pour lui, cela suffisait. À partir de là, la légende commença à se construire. Peu après, Marco intégra le service de secours alpin de Lombardie. Des hommes qui montent quand tous les autres descendent, qui grimpent en direction du désastre. Il n'y a pas de gloire facile là-bas. Parfois, la victoire consiste simplement à ramener un corps entier. Malgré tout, Marco aimait parler en chiffres. Il disait avoir gravi le Grand Zébru presque 300 fois, assez pour donner un nom à chaque crevasse. C'était un nombre difficile à croire. Mais dans cette vallée, personne ne le remettait en question. Peut-être par respect, peut-être par peur. Entre ces ascensions venaient aussi les sauvetages en hélicoptère. Des situations extrêmes, des décisions prises en quelques secondes. Marco continuait de façonner son identité, fondée sur le risque, la répétition et la survie. Avec le temps, les Alpes commencèrent à lui paraître trop petites. La véritable scène du drame, il le savait, se trouvait plus loin. Dans l'Himalaya. Au début des années 2000, Marco se joignit à des expéditions en très haute altitude. Mais rien n'attira autant l'attention que l'annonce de sa tentative de l'Everest en 2004. L'ascension de l'Everest débuta sur le plateau tibétain, déjà à une altitude épuisante, au-dessus de 5000 mètres. Le premier grand obstacle fut ce que l'on appelle le pôle Nord, un mur de glace qui s'élève jusqu'à environ 7100 mètres. Là, Marco et son équipe enfonçaient les broches dans la glace bleutée. Ils montaient le long des cordes fixes. 300 mètres verticaux de pur danger. Au-dessus d'eux, la glace craquait. Des blocs pouvaient s'effondrer à tout instant. Et lorsqu'ils franchirent enfin cette paroi, ils comprirent que la véritable épreuve restait à venir. Sur l'arête nord-est, la montagne commençait à montrer qui commandait vraiment. Après le camp 1, Marco progresse sur l'arête rocheuse comme s'il marchait sur une lame. Il fallut des heures d'effort pour atteindre le camp 2, à plus de 7500 mètres d'altitude. De là, l'itinéraire menait vers l'un des passages les plus redoutés de la voie nord, les tristement célèbres Trois Ressauts, entre 8300 et 8500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le deuxième était le pire, une paroi de près de 30 mètres, presque verticale. Là, la montagne exige quelque chose de plus que la force. C'est dans ce passage que se trouve la célèbre échelle chinoise. Imagine maintenant, ton corps épuisé, tes poumons brûlés à la recherche d'air.
Et toi, en train de monter une échelle métallique presque à la verticale, à une altitude où les avions traversaient le ciel. Chaque mouvement fait mal, chaque erreur peut être la dernière. Après le troisième ressaut, il restait encore l'arête finale, longue, exposée, traîtresse. Une traversée qui semble ne jamais finir, au-dessus de 8690 mètres. Dans ce qu'on appelle la zone de la mort, le corps ne récupère plus. Il résiste, tout simplement. Lorsque Marco atteignit enfin le sommet, à 8848 mètres, il avait accompli quelque chose que peu d'êtres humains peuvent seulement rêver d'accomplir. Mais monter ne représente que la moitié de l'histoire. Descendre par la face nord, c'est là que se cache le véritable danger. Le deuxième ressaut, cette fois vers le bas, imposait l'usage de cordes doublées enroulées autour du corps lui-même. Techniquement, il était encore plus difficile de descendre que de monter. La fatigue pesait de tout son poids. La déshydratation brouillait les sens. L'hypoxie transformait les gestes les plus simples en lutte désespérée pour la survie. Quand Marco rentra en Italie, les journaux le traitèrent en héros. Photos, interviews, fierté nationale. Mais alors vint la phrase qui changea tout. Il affirma qu'il avait réalisé l'ascension sans oxygène supplémentaire. Et ce détail alluma les premiers doutes. Il n'y avait aucun témoin près du sommet, aucune photo pour confirmer ses propos. Certains, au camp de base, disaient qu'il paraissait bien trop en forme pour quelqu'un qui aurait affronté l'extrême limite. Marco ne répondit jamais. Le doute demeura, suspendu dans l'air. 2 ans plus tard, en 2006, il se trouvait sur un autre géant, l'Annapurna. Là, il se joignit à Silvio Mondinelli. Un pas de plus dans sa quête des 14 géants au-dessus de 8000 mètres. Quand Marco racontait cette histoire, elle avait des allures d'épopée. Des pierres qui dégringolent, des corps à bout de force, et eux deux atteignant le sommet ensemble. Mais quelque chose ne collait pas. D'après les registres de l'expédition, ils s'arrêtèrent à un belvédère, à environ 40 minutes du véritable sommet. Silvio continua seul. Marco était trop épuisé pour poursuivre. Mais lorsque l'histoire arriva en Italie, ce détail disparut. Marco se mit à raconter la version dans laquelle ils atteignaient tous les deux le sommet. Il répétait ce récit avec un regard lointain, comme s'il regardait un film que lui seul pouvait voir. En 2008, lorsque Marco arriva au camp de base, du K2, il avait encore un nom à rayer de sa liste. Un autre géant de plus de 7900 mètres. Ce qu'il ignorait, c'est que son destin était sur le point de croiser celui d'un homme complètement différent de lui. Un ingénieur, Gérard McDonald. Les ingénieurs vivent d'ordinaire dans des bureaux, des laboratoires, des centres de recherche, pas sur des arêtes de glace à 8000 mètres d'altitude. Mais Gérard n'était pas un ingénieur comme les autres. Irlandais, 27 ans. Il s'était installé en Alaska en traversant tout un océan. À ses amis, il disait qu'il cherchait de meilleures opportunités de travail. Nous étions en l'année 1998. Mais il y avait un détail curieux. À cette même période, l'Irlande vivait l'apogée de ce qu'on appelait le tigre celtique. Une phase de croissance si fulgurante qu'elle transforma le pays en l'une des économies les plus riches d'Europe. Le travail ne manquait pas chez lui. Ce qu'il appelait vraiment, c'étaient les montagnes. En à peine 5 ans, Gérard passa d'un citoyen ordinaire qui n'avait jamais rien escaladé à un alpiniste aguerri, avec l'Everest pour objectif. Le changement le plus visible se lisait sur son visage, la barbe. Avant, toujours soigneusement taillée. Maintenant, épaisse, sauvage, couvrant le menton et les joues. Mais ce qui frappait le plus, ce n'était pas son apparence, c'était son regard. Une bonté calme, presque permanente. C'est cette combinaison qui fit que ses compagnons lui donnaient un surnom étrange, Jésus. En 2003, il rejoignit une expédition irlandaise en direction du sommet de l'Everest. Et ce ne serait que le début. Parmi les membres de l'équipe se trouvait son partenaire de cordée, Mick Murphy. Après des années d'entraînement dans les montagnes sauvages de l'Alaska, Gérard se sentait enfin prêt à affronter l'Himalaya. La tentative sur l'Everest suivit la voie classique du versant sud, au Népal. Avant toute attaque du sommet, vint la phase la plus lente et la plus cruelle de l'ascension, l'acclimatation. Des jours et des jours à monter et à redescendre, forçant le corps à apprendre à respirer là où l'air n'existe presque plus.
Au-dessus de 7900 mètres commence la zone dite de la mort, un endroit où le corps ne fait que se détériorer. Et Gérard en souffrait là-haut. Lui-même racontait comment le froid lui transperçait les os, comment les poumons brûlaient à chaque inspiration. Mais, même en luttant contre son propre corps, Gérard faisait quelque chose de rare à cette altitude. Il prenait soin des autres. Pendant que certains se refermaient dans le silence, lui racontait des histoires, riait, chantait, devenait le centre du camp quand la tension menaçait d'étouffer tout le monde. Gérard ne grimpait pas seul, il grimpait avec les autres. Le succès au sommet arriva le 26 mai 2003. Mais ce n'est pas seulement le fait d'atteindre le sommet qui rendit ce jour-là spécial, c'est la manière. Après l'attaque finale depuis le dernier camp, Gérard et l'équipe franchirent les derniers mètres. Et puis, soudain, il n'y eut plus rien au-dessus d'eux, rien que le ciel. Gérard était au sommet du monde. Pour beaucoup, ce serait l'instant de la gloire personnelle. Photos, cris, euphorie. Mais Gérard était différent. Là-haut, il ne pensa pas à la célébrité. Il pensa aux Sherpas, aux hommes qui avaient ouvert la voie, qui avaient porté des charges impossibles, qui avaient rendu cette victoire possible. Il ressentit de la gratitude. Quelque chose de rare dans un lieu où presque tout tourne autour de l'ego. La descente, comme toujours, fut une guerre silencieuse contre l'épuisement. Mais Gérard revint vivant au camp de base. Désormais, il faisait partie de l'un des cercles les plus exclusifs de la planète, ceux qui ont touché le sommet de l'Everest. Pourtant, les titres et les certificats n'ont jamais été ce qui comptait le plus pour lui. Ce qu'il ramenait avec lui, c'était autre chose. La confiance, le respect de la montagne et la certitude de pouvoir agir aux limites du corps humain. L'Everest avait répondu à une question, mais il en avait ouvert une autre, bien plus dangereuse. Et maintenant? En 2006, Gérard gravit le Broad Peak. Il atteignit le sommet avant n'importe quel autre membre de l'équipe. Mais pour lui, ce n'était qu'un échauffement. Le véritable objectif s'était toujours trouvé ailleurs, le K2. À peine redescendu du Broad Peak, Gérard se dirigea directement vers le camp de base du K2, sans repos, sans hésitation. Mais pourquoi? Pourquoi un homme qui avait déjà été au sommet du monde poserait-il le pied sur l'un des pics les plus mortels de la Terre? Pour Gérard, le K2 n'était pas seulement une montagne, c'était l'épreuve finale. Les statistiques sont froides. Pour 4 personnes qui atteignent le sommet du K2, une meurt en tentant l'ascension. Climat imprévisible, tempête surgissant de nulle part, détachement constant de glace et de roches, et un itinéraire si technique qu'un seul faux pas peut être le dernier. Malgré tout, Gérard continua. Il se trouvait déjà en très haute altitude, respirant cet air qui ne rassasie jamais lorsque l'imprévu survint. Une détonation sèche résonna sur la pente. Un énorme rocher se détacha de la montagne et fonça droit sur lui. Comment se prépare-t-on à l'imprévisible? Avec de l'équipement, de la planification, de la protection. Gérard utilisait tout, y compris son casque. En voyant le rocher dévaler, il sut, au fond de sa poitrine, qu'il allait être touché. Son seul espoir était que le casque réduise l'impact. Une fraction de seconde, puis le choc. Le rocher ne détruisit pas seulement le casque, il le frappa de plein fouet à la tête. À cet instant, Gérard se retrouva seul, en altitude extrême, avec un grave traumatisme crânien. La montagne venait de montrer les crocs, et ce n'était que le début. Gérard avait besoin d'un hôpital en moins d'1 heure, où il mourrait. Mick Murphy et Bonjo Bannon avaient tout vu. L'impact, le corps projeté, le silence âpre le coup. À cet instant, ils cessèrent d'être de simples équipiers. Ils devinrent l'unique passerelle entre Gérard et la vie. Ils tentèrent de le faire descendre. Mais descendre du K2 est déjà difficile quand on est intact. Et Gérard ne l'était pas. Le temps filait trop vite. Il n'y avait pas d'autre choix. Il leur fallait un hélicoptère. Les évacuations aériennes à cette altitude sont presque impossibles. L'air est raréfié. Les courants de vent sont imprévisibles. Une erreur et tout le monde meurt. Malgré tout, les mains tremblantes, ils appelèrent à l'aide. Quelques minutes plus tard, le bruit des hélices fendit le vide de la montagne. Contre toute attente, Gérard fut évacué vivant, transporté en urgence vers un hôpital. Chirurgien, lumière violente, sang,
Et le silence, de nouveau. La récupération de son corps prit des semaines, d'abord au Pakistan, puis de retour en Alaska. Mais ce que personne ne parvenait à mesurer, c'était la blessure invisible, celle de l'esprit. Pour beaucoup, une telle expérience mettrait fin à n'importe quel rêve. Pour Gérard, elle eut l'effet inverse. Il confia à son ami Alan Arnett que, loin de le détruire, l'accident l'avait rendu plus fort. Il voulait revenir, le plus vite possible. Était-ce de la résilience ou le début d'une obsession mortelle? 2 ans plus tard, il était de retour, face à la même montagne qui, un jour, avait failli le tuer. Le corps avait été brisé, l'esprit, non. Lors de la saison de 2008, le K2 accueillait des équipes venues du monde entier. Des Néerlandais, des Sud-Coréens, des Norvégiens et des alpinistes indépendants comme l'Italien Marco Confortola. Tous acceptèrent de coopérer, de se partager le travail de fixation des cordes, d'augmenter les chances de survie. C'est durant les longs jours d'acclimatation et les nuits passées à attendre une fenêtre de beau temps que Gérard et Marco firent connaissance et devinrent amis. 2 hommes très différents, mais liés par un même destin. En très haute altitude, toute présence humaine change tout, et l'énergie légère de Gérard faisait la différence. L'assaut final débuta le 1er août 2008. Des dizaines de personnes se mettaient en mouvement en même temps, vérifiaient leurs mousquetons, ajustaient les bouteilles, testaient les cordes, jusqu'à ce que quelqu'un remarque que quelque chose n'allait pas. Les cordes n'étaient pas fixées. Une erreur qui se transforma en piège. Un goulot d'étranglement se forma, des alpinistes bloqués, à l'arrêt, à attendre, pendant que le jour leur filait entre les doigts. Vus de loin, ils ressemblaient à des lucioles prises au piège sur la pente sombre de la montagne. C'est là que Gérard retrouva son passé. 2 ans auparavant, cette même glace avait été tachée de son sang. À présent, à chaque pas, la mémoire revenait. Le bruit des crampons griffant la glace, le craquement lointain des couches qui se déplacent, le cœur battant trop fort dans la poitrine. S'il avait peur, il ne le montrait pas. Marco ne se souvenait que d'un homme souriant, toujours plus soucieux des autres que de lui-même. Ce vendredi soir-là, 1er août 2008, Marco Confortola et Gérard atteignirent le sommet du K2. Pour Marco, c'était une étape de plus dans une longue carrière. Prestige, exploit. Confirmation professionnelle. Pour Gérard, c'était une rédemption. La preuve qu'il pouvait vaincre la montagne où il avait failli mourir. Ils prirent des photos, des sourires fatigués, des visages brûlés par le vent. Mais la montagne ne permet pas de longues célébrations. Le ciel s'assombrit rapidement. Le vent devint plus agressif. Et, à chaque seconde passée à l'arrêt, l'oxygène dans les bouteilles diminuait. Il fallait redescendre. Maintenant. C'est à la descente que la montagne montra, une fois encore, que personne ne commande là-haut. Dans le passage le plus instable, connu sous le nom du goulot, un grondement profond retentit au sommet. Un bloc de glace colossal, grand comme un immeuble, se détacha et s'effondra. L'avalanche balaya la pente, emporta des alpinistes et, pire que tout, détruisit les cordes fixes. La seule chose qui maintenait en vie ceux qui se trouvaient encore au-dessus. En quelques secondes, ce qui n'était qu'une descente difficile se transforme en une lutte désespérée pour la survie. Au moins 17 alpinistes se retrouvèrent piégés au-dessus du goulot. Parmi eux, Gérard et Marco. Ils venaient à peine de commencer la descente lorsque tout s'effondra. Les cordes avaient disparu. L'obscurité engloutit la montagne. Il était impossible de réparer quoi que ce soit de nuit. Impossible de descendre. Il ne restait qu'une seule option. Attendre l'aube. Cela signifiait passer la nuit au-dessus de 8500 mètres, sans abri, sans protection, dans la zone de la mort. Là même, à ciel ouvert, Marco creusa 2 trous peu profonds dans la neige. Des espaces minuscules, juste assez pour s'y recroqueviller. C'est là qu'ils passeraient la nuit, pris au piège du froid, du vent, de leur propre corps qui commençait à lâcher. Ils attendirent avec un seul espoir, qu'au lever du jour, ils puissent encore bouger leurs doigts. Quand le soleil finit par se lever, les 2 hommes sortirent de leur trou, épuisés, raides, mais vivants.
Et pendant quelques secondes, ils crurent que le pire était derrière eux. Puis, ils virent les cordes, juste en dessous, un enchevêtrement de nœuds, de corps et de sacs à dos. 3 hommes y étaient coincés, des alpinistes de l'équipe coréenne, Hyo-gyang Kim, Jumik Botae, Pasang Botae. La scène était brutale. Certains pendaient la tête en bas. Les sacs à dos pesaient sur leur corps, tordant des membres qui ne répondaient plus. Au moins 2 étaient complètement immobiles. Et le pire, ils n'étaient pas dans une zone sûre. C'était un passage en traversée, incliné, étroit, mortel. Un seul faux pas et le corps disparaîtrait dans le vide. Gérard et Marco venaient à peine de survivre à leur propre nuit dans la zone de la mort. À présent, leur vie dépendait d'une descente rapide. Mais ils ne pouvaient pas passer. Pendant 3 heures entières, tous les 2 luttaient contre les cordes gelées. Des doigts insensibles cherchant des nœuds impossibles. Des piolets frappant une glace dure comme la pierre. Ils tiraient, coupaient, poussaient, tentaient de libérer des hommes qui étaient peut-être déjà morts. Rien ne fonctionnait. Le temps filait, l'oxygène diminuait, et la force quittait les corps. C'est ici que l'histoire change de ton. Marco était à bout, épuisé, sans aucune réserve. Il regarda Gérard, son ami essayait encore. Il tirait encore, il insistait encore. Pour Marco, ces hommes n'avaient plus aucune chance. Et s'ils restaient là, il croyait qu'ils mourraient avec eux. Ils s'étaient promis de redescendre ensemble. Ça avait toujours été le plan. Selon Marco, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Il était temps de partir. Marco commença à descendre. Il s'attendait à entendre Gérard juste derrière lui. Mais aucun son ne vint. Le brouillard était épais. La visibilité était presque nulle. La radio fonctionnait mal. Il continua à descendre. Quand il finit par s'arrêter et se retourner, Gérard n'était plus là. Il avait disparu dans la brume blanche. Quelque part, près des corps suspendus aux cordes. Ce fut la dernière fois que Marco déclara l'avoir vu vivant. Des heures plus tard, Marco atteignit seul la partie la plus basse du goulot. L'oxygène était épuisé. Ses pieds brûlaient de froid. Chaque pas semblait traverser des lames. Il parvint à peine à rejoindre le camp 4. Quand les secouristes le trouvèrent, il délirait, avec de graves gelures, aux portes de la mort. Puis vint la presse. Caméra, microphone, questions. Marco raconta sa version. Il affirma que Gérard avait fait un choix noble, qu'il était resté en arrière pour tenter de sauver les 3 alpinistes coréens, et qu'il était mort là-bas. L'histoire fit le tour du monde. L'Irlandais qui s'était sacrifié. Un héros. Mais, dans les jours qui suivirent, quelque chose commença à changer. D'autres alpinistes au camp de base affirmèrent avoir vu Gérard vivant bien après l'heure à laquelle Marco disait qu'il était mort. Certains juraient que Gérard avait continué d'aider des blessés même après la descente de Marco. D'autres disaient qu'un second effondrement dans le goulot l'aurait emporté. Les versions commencèrent à s'entrechoquer, et aucune ne correspondait parfaitement à celle de Marco. Lorsqu'il fut interrogé, Marco commença à modifier des détails. Dans une interview, il dit que Gérard était tombé, dans une autre qu'il était resté paralysé. Puis il affirma qu'il ne l'avait plus jamais revu après le premier évanouissement. L'histoire changeait à mesure que la question changeait. Mais face aux caméras, une version finit par se figer, celle qu'il pouvait raconter sans hésiter. Lors de la conférence de presse à l'aéroport de Milan, Marco déclara qu'il était resté 3 ou 4 heures à tenter de sauver les Coréens, que tout cela venait du cœur, et qu'il en avait payé le prix. Mais il y avait un problème. Avant l'assaut final vers le sommet, Gérard avait confié son appareil photo à un Sherpa, Pemba Gyalje Sherpa. Et cet appareil contenait des images qui racontaient une autre histoire, très différente. Les photos de cet appareil devinrent des preuves silencieuses et dévastatrices. Elles suggéraient quelque chose de bien différent de ce qui avait été raconté au monde. Elles indiquaient que c'était Gérard et non Marco qui était resté en arrière pour tenter d'aider. Même les registres de secours entraient en contradiction avec la version officielle. Alors que Marco affirmait que Gérard était déjà mort, les données satellitaires et les témoignages d'autres alpinistes pointaient une autre réalité. Gérard était encore en vie, pendant des heures, peut-être en train d'aider d'autres personnes, pendant que Marco descendait.
Alors surgit la question que personne ne parvient à faire taire. Pourquoi l'histoire de Marco changeait-elle autant? Était-ce le traumatisme qui brouillait ses souvenirs? Ou quelque chose de plus conscient? Un besoin désespéré de contrôler le récit avant que la vérité ne le rattrape? La pression sur lui était immense. Ce jour-là, il était le seul geek professionnel à avoir survécu sur le K2. Toutes les questions se tournaient vers lui. Avait-il abandonné son ami pour se sauver? Ou croyait-il réellement que Gérard était déjà mort? Ces questions n'ont jamais obtenu de réponse définitive. Même dans les récits ultérieurs, le ton est toujours resté prudent, respectueux de la mémoire de Gérard, mais attentif aux contradictions de Marco. Aucune accusation directe, seulement des faits, et des silences là où il aurait dû y avoir de la clarté. Des témoignages d'alpinistes critiquant ceux qui déclarent la mort des autres trop tôt surgissaient comme des pièces éparses, mais peut-être n'étaient-elles pas là par hasard. Ce que l'on sait avec certitude, c'est ceci. Gérard a été vu vivant pour la dernière fois près des alpinistes coincés, toujours en train d'aider. Quelques instants avant qu'un nouvel effondrement ne frappe la paroi. Son corps fut retrouvé plus tard, à un point plus élevé que prévu. Un détail déterminant. Cela indiquait qu'il n'avait pas simplement chuté. Il était resté en arrière. Et alors la question continue de résonner dans le vide de cette montagne. Marco ne savait-il vraiment pas ce qui était arrivé à son ami? Ou a-t-il choisi de porter le poids du silence plutôt que la vérité insupportable selon lequel, dans le chaos du K2, il est descendu pendant que Gérard restait pour mourir? Au final, un seul d'entre eux est revenu. Et la version officielle ne s'est jamais parfaitement accordée au silence de la montagne. Et maintenant, je te pose la question. Que penses-tu qu'il soit réellement arrivé à Gérard ce jour-là? Marco a-t-il été victime du traumatisme ou prisonnier d'un choix irréversible? Laisse ton avis dans les commentaires. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout.